Bonjour, bienvenue au deuxième cours du module plateforme collaborative. Le titre de ce deuxième cours donc c'est le Web 2. C'est le deuxième cours du module. Le deuxième cours va se dérouler selon le plan suivant. D'abord, on va introduire le concept du Web 2 et on va voir ses principes. Après, on va comparer entre le Web 1 et le Web 2. On va parler des bases technologiques du Web 2. Après, on va étudier l'application où on peut appliquer les concepts du Web 2, ou bien les applications du Web 2, par exemple, dans les entreprises ou bien dans l'enseignement. Après, on va faire le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent qui est le travail collaboratif. Donc, qu'est-ce que le Web 2 va apporter dans c'est-à-dire le travail collaboratif ou bien les plateformes collaboratives qui est le titre du module. Donc le concept du Web 2, ce n'est pas un concept compliqué. Donc le Web 2, quand je dis Web 2, ça suppose qu'il y avait eu un Web 1. Donc le Web 2, c'est une transition du Web 1. C'est quoi le Web 1? C'est un web qui est statique et unidirectionnel. Qu'est-ce que ça veut dire unidirectionnel? C'est-à-dire que l'utilisateur était un simple utilisateur, c'est-à-dire un simple récepteur d'informations. Donc, il consulte les pages web, il consulte les sites web. Bon, il y avait quand même la possibilité d'échanger avec des emails, avec des chats, remplir des formulaires, acheter, etc. C'est-à-dire que c'était déjà riche avec le Web 1. Mais le Web 2 a introduit de nouveaux concepts qui ont révolutionné le Web 1 et on se rend compte que ce n'est plus la même chose. Il y a eu vraiment une transition entre le Web 1 et le Web 2. Qu'est-ce qui a fait cette transition? C'est quoi les concepts de base du Web 2? C'est principalement deux choses. La première chose, c'est le fait que l'utilisateur est devenu un participant du Web 2. Un participant du Web. Donc l'utilisateur, il contribue à la création de contenu. Donc vous faites partie de la génération qui a trouvé le Web 2. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc il y a des gens, par exemple les gens de la génération, on a vraiment vu la transition, on a vraiment vu des choses qui existent maintenant et qui n'existaient pas du tout avant. Donc avant, l'utilisateur en tant que créateur de contenu, c'était vraiment presque inexistant. Donc on pouvait échanger, on pouvait télécharger, mais la majorité de l'utilisation, c'était simple consultation, téléchargement, etc. Mais maintenant, différents outils disponibles sur Internet, différentes applications vous permettent de créer votre propre contenu sous différents formats. Vous pouvez créer du texte, des images, des vidéos et les partager sur le web. Et vous êtes créateur de contenu sur le web. Donc ça, c'est le premier point. Donc large participation des usagers à la création et à l'échange du contenu. Le deuxième point, c'est le fait que le web est devenu une plateforme de travail. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, avant, quand on avait besoin de travailler sur machine, bien en ligne, donc en ligne, on pouvait télécharger, échanger, etc. Mais si on avait besoin de faire un travail, généralement, il fallait télécharger un logiciel qui nous permet de faire le travail, l'installer sur notre machine et travailler. Maintenant, ça existe toujours, le fait que vous téléchargez des logiciels et tout, mais maintenant, il y a des plateformes en ligne qui vous permettent de travailler, pas seulement d'échanger, de télécharger, d'envoyer des fichiers, de recevoir des fichiers ou bien un contenu quelconque, mais vous pouvez carrément échanger et faire votre travail complètement en ligne. Ce qui signifie que le web est devenu une plateforme de travail à part entière. Ce n'est plus seulement des outils, des pages à consulter, des outils de communication. Non, le web est devenu une plateforme de travail. Donc, de base, l'utilisateur devient un créateur de contenu et le web devient une plateforme de travail. Ça, c'est les deux concepts de base qui font le concept Web 2. Maintenant, il y a plusieurs principes du Web 2. Donc, les deux principes de base, on vient d'en parler. Maintenant, il y a d'autres principes qu'on peut déduire à partir des deux premiers et qu'on voit, qu'on pratique parce que les applications du Web 2 sont disponibles pour tout le monde. Le premier, c'est la participation. Donc, on vient d'expliquer, l'utilisateur devient
un créateur de contenu, il participe à la création de contenu sur le web. Le deuxième point, c'est l'ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture? C'est-à-dire ce contenu qui est créé et partagé, il est ouvert pratiquement à tout le monde. Il n'y a pas de restrictions, ou bien les restrictions, quand elles existent, elles sont minimes. C'est-à-dire des fois, il y a des groupes qui vont fermer leur contenu seulement aux membres. Mais ça reste quand même accessible. Donc la majorité du contenu, elle est ouverte à tout le monde. Et les restrictions, quand elles existent, elles sont minimes. La personnalisation, c'est le fait que vous partagez votre profil ou bien vos informations en tant que personne. Donc il y a plusieurs applications, on va commencer par Facebook par exemple, les réseaux sociaux, où vous partagez du contenu. Et ce contenu, il peut vous représenter en tant que personne. Donc moi, si je partage un cours, le cours, c'est pas de la personnalisation, c'est un cours, il ne me représente pas en tant que personne. Mais si je partage mes informations personnelles, mes photos personnelles, mes numéros, mes comptes, mes opinions personnelles, là, c'est de la personnalisation. Et plusieurs applications sur le Web 2 me permettent de faire cela, de partager du contenu qui me représente en tant que personne. Et plusieurs applications du Web 2 ont fait leur réussite avec ce concept. Donc la personnalisation est apparue avec le Web 2. Le quatrième point, c'est l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire l'abondance? C'est-à-dire qu'il y a énormément de contenu. La quantité de contenu qui est générée est phénoménale. Donc, l'abondance, c'est ça que ça signifie. Il y a beaucoup de contenu. Dès que vous cherchez sur un concept donné, vous voulez vous documenter sur quelque chose, ou sous forme de texte, sous forme de vidéo, vous avez une multitude de ressources qui s'affichent devant vous. C'est ça l'abondance. Il y a beaucoup d'informations. Après, bien sûr, cela suppose qu'il faut savoir trier ces informations. Est-ce que vous cherchez la quantité, la qualité? Donc, après, c'est à chacun de voir comment il va trier toutes ces informations qu'il reçoit. La connectivité. La connectivité, c'est le fait que les utilisateurs deviennent très liés les uns aux autres, deviennent connectés. C'est-à-dire, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez votre cercle d'amis, vos amis, vos contacts, mais vous avez aussi les contacts de vos contacts et les contacts de vos contacts. Donc, vous voyez bien qu'il y a des liens qui se créent. À vrai dire, donc, les utilisateurs sont très liés par des liens professionnels ou sociaux grâce aux applications du Web 2. Donc, dans le Web 2, les utilisateurs sont très liés et les applications du Web 2 favorisent ces liens. C'est-à-dire le fait qu'il y a un groupe une application qui est faite pour discuter, obligatoirement des gens qui vont entrer vers ce lien vont se mettre à se connecter entre eux. Donc il y a une forte connectivité des utilisateurs. La connectivité, c'est le fait que les utilisateurs soient liés les uns aux autres par des relations d'amitié, des relations professionnelles, etc. Et c'est le fait aussi que ces applications favorisent la création de ces liens. Donc ça, le premier slide, c'était sur le concept du Web 2. Donc on a vu que du concept. Maintenant, on va passer à la partie qui parle des bases technologiques du Web 2. Techniquement, qu'est-ce qui a fait la réussite des applications du Web 2? Qu'est-ce qui a fait la réussite des applications du Web 2? Qu'est-ce qui a favorisé le fait que l'utilisateur peut partager facilement du contenu, peut interagir facilement avec le Web? Le Web, il est devenu dynamique. Qu'est-ce qui a fait que le Web est devenu une plateforme? Donc, il y a deux principales bases. Donc, la première, ça s'appelle les flux RSS. Le deuxième, c'est la technologie Ajax. Donc, on va commencer par les flux RSS. Donc, c'est quoi les flux RSS? Les flux RSS, c'est la technologie qui vous permet de suivre automatiquement les nouveautés d'un site et de permettre aux nouveautés de votre
votre site, si vous avez un site, de s'afficher automatiquement, d'être mis à la disposition des autres automatiquement. Donc, vous voyez bien que quand vous êtes intéressé par un site, et principalement là, quand on dit site, on penserait peut-être aux réseaux sociaux. Là, oui, dès qu'il y a de nouveau, vous êtes, ça va apparaître sur votre téléphone, sur votre PC. Mais le RSS, c'est pas seulement, ça ne marche pas seulement sur les réseaux sociaux, ça marche aussi sur les sites simples, les sites qui ne sont pas des réseaux sociaux. Donc n'importe quel site peut implémenter cette technologie pour permettre aux utilisateurs ou bien aux personnes intéressées par le site d'avoir accès automatiquement aux nouveautés du site. C'est quoi les nouveautés d'un site? C'est peut-être l'ajout d'un article sur le site, l'ajout d'une rubrique, d'une nouvelle, d'une annonce, etc. Donc c'est ça les nouveautés d'un site. Maintenant, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi on a besoin d'être tenu automatiquement, d'être tenu? Oui. Merci. Donc, on a donc je m'excuse pour l'interruption. Donc, on a besoin, pourquoi on a besoin d'être tenu automatiquement des nouveautés d'un site? Donc, la définition, c'est elle-même l'intérêt. Donc, avant, pour être, si vous avez des sites qui vous intéressent, et quand je dis sites qui vous intéressent, je dis que ce n'est pas forcément des réseaux sociaux, ça peut être le site de l'université, ça peut être les sites que vous suivez pour recevoir des informations, donc les sites par exemple de différents journaux, etc. Donc, ou bien des sites sur les modules que vous faites, des sites d'apprentissage, on va dire. Donc pourquoi? Parce que dès qu'il y a de nouveau, vous n'avez pas besoin d'aller visiter les sites un par un. Vous aimeriez bien que vous soyez informé automatiquement s'il y a des mises à jour sur ces sites. Et je rappelle que ces sites ne sont pas forcément des réseaux sociaux. Parce que oui, les réseaux sociaux, vous êtes informé par défaut. Dès qu'il y a du nouveau, vous êtes informé. Ça marche comme ça. Mais les sites, il y a des sites qui implémentent ça, il y a des sites qui n'implémentent pas ça. Et ça, c'est le flux RSS. Comment on fait ça? C'est avec le flux RSS. Donc, ils permettent à l'utilisateur de choisir le contenu qu'il veut suivre. C'est-à-dire, avant de recevoir les nouveautés, vous choisissez le contenu, vous dites, voilà, tel site et tel site et tel site m'intéresse et j'aimerais être tenu au courant des modifications, des nouveautés qui vont apparaître sur ce site parce que ça m'intéresse. Donc vous le précisez une fois, après vous n'avez pas besoin d'aller chercher est-ce qu'il y a du nouveau sur le site. Vous serez informé automatiquement. Maintenant, la dernière, c'est le contraire. Si vous n'êtes pas utilisateur, vous êtes plutôt l'administrateur du site. Donc ça vous offre la possibilité de partager vos informations d'une façon efficace, c'est-à-dire que vous facilitez la vie à ceux qui sont intéressés par votre site. C'est ça les flux RSS. Maintenant, techniquement, comment on fait? Donc, techniquement, les flux RSS, ça se présente sous la forme d'un fichier XML. Voilà. Donc, ça, c'est le format type d'un flux RSS. Donc, un flux RSS, techniquement, c'est un fichier XML. Donc, on a des balises bien définies. Donc la balise channel, c'est pour dire que c'est le flux. Après, le titre, c'est pour donner un titre à votre flux. Vous pouvez donner le titre de votre site, si vous avez un site. Donc là, c'est pour quelqu'un qui veut diffuser un flux RSS. Après, on va voir de côté utilisateur si vous voulez utiliser le flux RSS. C'est-à-dire là, vous êtes d'un point de vue administrateur. Si vous voulez diffuser un flux RSS pour votre site, il faut que vous sachiez qu'un flux RSS se présente sous la forme d'un fichier XML. Donc, il faut donner un titre à votre flux, il faut donner le lien, l'URL. Après, vous pouvez faire la description de votre site. Vous écrivez votre description. Après les items, vous pouvez mettre autant d'items que vous voulez. Donc, un item, ça peut être un article. Donc, si c'est un article, je mets le titre de l'article, je mets le lien de l'article, je mets la description de l'article et sa date de publication. Et chacune de ces informations, vous voyez bien qu'elle a une balise XML.
Donc maintenant, ça c'est pour un article. Maintenant, si j'ai plusieurs articles, j'ajoute une balise item. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 points de suspension. Ça veut dire que je peux ajouter autant d'items que je veux, que les utilisateurs de mon site soient informés automatiquement de ces nouveautés que je vais mettre sur mon site. Les utilisateurs, comme ça, si je diffuse un flux RSS pour décrire les nouveautés de mon site, ils n'ont pas besoin d'aller visiter, on va dire entre guillemets manuellement, pour qu'ils soient tenus au courant des nouveautés. Après, à la fin, je termine le fichier XML. Donc ça, c'est pour quand vous êtes administrateur. Maintenant, si vous êtes un simple utilisateur, comment vous allez faire? Vous allez vous abonner à un flux RSS. C'est-à-dire vous allez vous abonner au flux RSS de sites qui vous intéressent. Pas seulement du site qui vous intéresse, des sites qui vous intéressent. Ça pourrait être plusieurs. Donc, vous avez 2 méthodes pour vous abonner. Soit c'est en ligne, soit c'est en local. Donc, en local, vous pouvez vous abonner avec votre, comment dirais-je, votre moteur de recherche, voilà. Par exemple, Internet Explorer. Après, vous ouvrez la page qui vous intéresse. Donc là, vous allez normal sur Internet. Vous ouvrez la page qui vous intéresse, le site qui vous intéresse, et vous cliquez sur l'icône RSS du site pour vous abonner. C'est-à-dire vous vous abonnez en un clic. L'icône de flux RSS, généralement, il se présente sous la forme d'un petit carré orange. Donc, vous allez le remarquer sur pas mal de sites. Donc là, vous allez vous abonner et vous choisissez vos dossiers favoris. Donc une fois que vous êtes abonné, quand vous vous connectez, il suffit d'aller sur les favoris. Voilà. Donc là, c'est en local. Donc j'avais dit moteur de recherche. En fait, le mot que je cherchais, c'est navigateur. Donc vous ouvrez votre navigateur et vous faites ce qui est décrit sur la partie quand vous voulez vous abonner de façon locale. Là, quand vous voulez vous abonner de façon en ligne, là, il faut aller à des sites bien précis. Par exemple, vous pouvez vous abonner avec le site NetVibes. Comment on fait? Donc, vous vous enregistrez sur NetVibes. Qu'est-ce que ça veut dire s'enregistrer? Vous vous enregistrez comme pour ouvrir un compte. Comme vous vous enregistrez pour ouvrir un compte sur une application ou bien sur un site quelconque. Vous ajoutez les flux qui vous intéressent. Après, vous allez accéder aux dernières nouvelles dès que vous accédez à votre compte sur NetVibes. Donc la différence, c'est qu'entre le local et le en ligne, c'est qu'en local, vous utilisez seulement le navigateur de votre machine. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire quelque part, mais en ligne, vous vous inscrivez sur un agrégateur de flux et vous choisissez les sites qui vous intéressent. Après, ce site s'occupe de vous ramener les informations récentes de votre fil RSS, c'est-à-dire les sites que vous auriez choisis. Donc ça, c'est si vous êtes utilisateur. Donc ça, c'est la première base technologique. Elle nous permet d'être tenus rapidement au courant. Ça favorise le partage d'informations. C'est-à-dire ça favorise l'accès à l'information pour l'utilisateur. Maintenant, la deuxième base technologique, c'est les technologies Ajax. C'est quoi Ajax? Ajax, ce n'est pas un langage de programmation, ce n'est pas une technologie à proprement parler, parce que c'est un ensemble de technologies. Regardez bien, Asynchronous, JavaScript et XML. Donc ça regroupe déjà des technologies. Donc Ajax n'est pas un langage de programmation ou bien une technique. C'est un concept qui regroupe un ensemble de technologies qui fonctionnent bien entre elles. Donc ça regroupe un ensemble de technologies et le fait qu'on a cet ensemble de technologies qui sont regroupées, ça nous crée une façon de travailler. Les outils, la JavaScript, XML et DOM, et surtout le XML, c'est-à-dire le Ajax, c'est
C'est une combinaison qui bénéficie beaucoup du langage XML. Qu'est-ce qu'il a la particularité XML? Il a la particularité d'être bien structuré. Grâce au concept de balise, on va voir pourquoi ça nous intéresse. Donc, c'est une combinaison de technologies. Est-ce que ces technologies sont récentes? Non, c'est des technologies qui ont existé bien avant le Web 2, c'est-à-dire bien avant l'apparition du concept du Web 2, qui remonte en fait entre parenthèses à 2004-2005. Ces technologies ont existé, mais c'est le fait de les combiner ensemble pour rendre les applications plus dynamiques qui ont favorisé les applications du Web 2. Les applications du Web 2, elles sont dynamiques. Et c'est-à-dire il y a un échange avec l'utilisateur, il y a une rapidité dans l'exécution, c'est pour ça que ça a fait sa réussite. Donc vous, si les réseaux sociaux ont beaucoup de succès actuellement, mais vous imaginez bien que si les réseaux sociaux c'était lourd à manipuler, ils perdraient leur intérêt. Donc l'un des principaux intérêts du fait qu'on a une grande participation des utilisateurs et le web est devenu une plateforme de travail, c'est que c'est dynamique et c'est rapide. Si c'était lourd, l'utilisateur ne va pas aller partager son contenu et il va préférer travailler localement sur sa machine au lieu d'aller travailler sur les différentes plateformes qui existent en ligne. C'est-à-dire je préfère travailler avec les applications de bureau classiques que d'aller en ligne travailler avec des applications qui ne m'offrent pas l'interactivité dont j'ai besoin et la dynamicité, etc. Donc, le fait que Ajax contribue à ce que ces applications deviennent rapides et dynamiques, on fait la réussite des applications de Web 2. C'est pour ça que Ajax est décrit comme l'une des bases technologiques du Web 2. Voilà. Donc Ajax, le dernier point, va vous dire pourquoi. Parce qu'il permet de faire communiquer un navigateur et un serveur sans recharger la totalité de la page. Ce qui se faisait sans la technologie Ajax. Dès que vous avez besoin d'une petite information, d'une petite modification sur la page web, si vous avez besoin de charger une petite information, c'est la totalité de la page qui va être rechargée. Donc contrairement à la technologie Ajax, donc comme le montre la figure suivante, donc cette figure montre les applications web classiques et les applications avec Ajax. Donc, dans les applications web classiques, donc vous avez le client et le serveur, j'envoie la requête et en réponse à ma requête, c'est toute la page qui va être rechargée. Bien sûr, ça c'est lourd. Pourquoi? Parce que c'est en matière de contenu, il y a plus de contenu alors que je veux seulement une petite information peut-être. Mais aussi c'est lourd parce que le temps que la page se recharge, l'utilisateur est bloqué dans l'attente que ça se recharge. Voilà, c'est lourd parce que non seulement on recharge, donc il y a un surplus qui utilise les ressources réseau, ça devient lourd, mais en plus l'utilisateur il est bloqué. Donc avec la technologie Ajax, et notamment l'utilisation de XML, ça nous permet de modifier en place la page sans la recharger complètement. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le XML est structuré. Qu'est-ce que ça veut dire structuré? Donc je peux accéder à l'information que je veux directement et l'extraire et la représenter en format XML. Ça c'est un point, c'est-à-dire je peux extraire l'information que je veux d'un fichier XML parce qu'il est bien structuré. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je peux modifier le fichier XML, apporter la petite modification là où il faut. Maintenant, comment se font ces modifications? Parce qu'il y a des technologies qui le permettent. Donc si je vous invite à vous documenter un peu sur la technologie SAX et DOM. Peut-être les TI qui font du XML savent de quoi je parle. Pour les autres, je vous invite à vous documenter un peu, parce que ce n'est pas le but du module. Le module n'est pas fait pour apprendre dans les langages de programmation. Le but du module, c'est de comprendre dans le concept. C'est quoi le concept de SAX et DOM? Le concept, c'est la manipulation des fichiers XML.
Ça veut dire que je peux extraire l'information que je veux du fichier XML. Je peux être très précise. Et quand j'extrais cette information, là, je n'ai pas modifié le fichier, j'extrais seulement l'information. Mais encore, je peux modifier le fichier XML en précisant seulement la petite modification à apporter. Comment je fais ça? Je peux faire ça à travers un langage de programmation ordinaire. C'est-à-dire, je peux par exemple écrire un programme Java qui me permet, grâce aux technologies SAX et DOM, non seulement d'extraire les informations que je veux d'un fichier XML, mais de modifier un fichier XML là où je veux avec l'information que je veux. Du coup, je n'ai pas besoin de reconstruire toute la structure du fichier XML, c'est-à-dire que la page ne va pas se recharger complètement, mais c'est seulement l'information dont j'ai besoin qui va être envoyée du serveur. En attendant cette petite information, ou bien cette information requise par l'utilisateur, celui-ci, il n'est pas bloqué. Il peut faire autre chose sur la page. Donc, par exemple, vous êtes dans une page web et vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Je ne sais pas, peut-être que vous rédigez, peut-être que vous communiquez, etc. Et sur la page web, il y a une information, par exemple, qui s'affiche régulièrement, soit sur le climat, soit sur le résultat d'un match, etc. Donc, si vous voulez actualiser l'information, la petite information que vous cherchez, vous pouvez toujours communiquer, vous pouvez toujours saisir, vous n'êtes pas bloqué. Donc, vous voyez bien que quand vous travaillez, des fois vous avez besoin d'une petite modification, mais en même temps, vous voulez bien continuer à faire autre chose sur la même page. Donc, avant, sans les technologies Ajax, ça n'existait pas. Et vous imaginez bien les lourdeurs que ça peut entraîner sur un site ou bien sur une application que les gens vont utiliser pour travailler. Mais puisque ça devient rapide et que l'utilisateur n'est pas bloqué, il est vraiment attiré par ce type d'application. Et c'est ce qui fait la réussite des applications de Web 2. On n'est pas bloqué et on recharge seulement ce qu'il faut, ce qui doit être rechargé. Donc retenez bien. La technologie Ajax, c'est un ensemble de technologies qui existaient déjà, mais c'est le fait de les combiner pour créer des applications dynamiques qui ont favorisé, le succès des applications du web. Voilà. Maintenant qu'on a vu les bases technologiques, après bien sûr les bases technologiques, on va revenir vers plus de détails dans la série de TD. Donc le TD va contenir plus d'explications, d'exemples concrets sur l'utilisation de Ajax et sur l'intérêt des flux RSS. Donc, maintenant comprenez le principe et dans le TD, on va voir des exemples concrets sur qu'est-ce qui nous apporte le flux RSS, mais aussi comment vraiment concrètement le Ajax, plusieurs cas d'utilisation où le Ajax, vous allez voir que ça rend vraiment les applications dynamiques. On va voir des cas d'utilisation, certains sûrement que vous les connaissez, d'autres peut-être que vous ne les connaissez pas, mais je suis sûr qu'il y a des applications, quand vous interagissez beaucoup avec les applications du Web 2, certains cas d'utilisation, même si vous ne le pensez pas maintenant, mais ça se fait grâce au concept Ajax. Donc, dans le TD, on va voir plus de détails sur ces points. Maintenant, on va revenir vers les utilisations des applications de Web 2. Donc, les applications de Web 2, c'est des applications qui sont apparues grâce au concept de Web 2 où l'utilisateur est devenu un participant au web. Si vous me dites exemple d'application du Web 2, et bien Facebook c'est une application du Web 2. YouTube c'est un site qui est aussi une application du Web 2. Ça n'existait pas avant le Web 1. Un site comme YouTube, il est comment dirais-je, son contenu c'est à 100%, c'est le contenu des utilisateurs. Voilà, avant, sans le concept de Web 2, on n'avait pas ce genre de site. Maintenant, dans le TD aussi, on va voir d'autres applications en détail. Maintenant, qu'est-ce qui nous apporte le Web 2 pour les entreprises? Donc, on va voir les entreprises, mais on va voir aussi l'enseignement. C'est-à-dire, on va voir l'intérêt du Web 2 dans deux cas possibles, pour les entreprises et pour l'enseignement. Donc, pour les entreprises, quand je dis une entreprise, c'est-à-dire, puisque principalement les applications
applications de Web 2, ça sert pour travailler aussi bien en interne, mais aussi avec les gens à l'extérieur. Donc, on aborde le point en trois idées. La première idée, c'est l'interface consommateur, c'est-à-dire c'est l'utilisation des applications de Web 2 par l'entreprise pour communiquer avec ses consommateurs. Le deuxième point, c'est l'interface partenaire commercial, c'est l'utilisation par l'entreprise des concepts ou bien des applications du Web 2 pour interagir, pour travailler avec ses partenaires commerciaux. C'est quoi les partenaires commerciaux? Principalement, c'est les fournisseurs. C'est les fournisseurs. Ou bien, outils de management interne. Donc, quand je dis entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, il y a des gens aussi qui travaillent entre eux. Donc, c'est pour les employés, les gestionnaires de l'entreprise, comment ils peuvent utiliser ces outils. Donc, l'intérêt pour l'interface consommateur, c'est l'amélioration de la qualité du service. C'est-à-dire que quand une entreprise vous propose un service ou un produit et qu'elle vous dit « je dispose d'un moyen pour communiquer avec vous, pour interagir rapidement avec vous, pour travailler avec vous, après à la suite, quand vous utilisez notre produit », eh bien, ça va vous encourager à aller vers cette entreprise. Premièrement, donc c'est l'amélioration de la qualité de service, l'obtention des avis des consommateurs. Vous voyez bien que maintenant, presque toutes les entreprises, elles ont des pages Facebook. Pourquoi? Parce que l'avis du consommateur est très important. Si les consommateurs ont aimé ou n'ont pas aimé un service ou un produit, c'est une information pertinente pour les gens de l'entreprise. Donc l'interface consommateur, le fait d'interagir avec les consommateurs via les applications du Web 2, les consommateurs ou bien les clients via les applications du Web 2, c'est quelque chose d'important pour une entreprise. Maintenant, les informations concernant les consommateurs peuvent donner des idées à l'entreprise. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'une entreprise lance un produit et un service. Et elle voit par exemple, en observant c'est qui ses consommateurs et c'est qui ses clients, elle va voir que presque tous les clients, par exemple, ils ont entre 20 et 30 ans. C'est bien, mais ça veut dire que les autres tranches d'âge ne sont pas intéressées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il serait peut-être intéressant de modifier ou bien de proposer un autre produit pour les autres catégories d'âge, pour les personnes un peu plus âgées par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire l'importance de l'information sur qui sont les consommateurs pour donner de nouvelles idées à l'entreprise pour lancer peut-être de nouveaux services et de nouveaux produits. Donc l'interface avec les consommateurs en utilisant les applications du Web 2 est très importante. Maintenant, la même chose s'applique pour les partenaires commerciaux. Donc, pour les partenaires commerciaux, on a des fournisseurs, ça nous aide à améliorer la communication, ça nous aide à conclure des marchés, des achats, ça nous aide donc à travailler peut-être ensemble, à rédiger ensemble des contrats en ligne, etc. Donc ça facilite la vie. Quand je dis rédiger ensemble des contrats en ligne, ça veut dire qu'il y a des applications qui nous permettent de faire ça. Et on a dit que quand des applications permettent de travailler en ligne, ça veut dire que le web est devenu une plateforme de travail, et ça c'est un concept de base de Web 2. Voilà. Maintenant, pour les outils de management interne, c'est tout ce qu'on avait dit sur le travail collaboratif. C'est-à-dire en interne, on a des équipes de travail qui vont travailler ensemble, qui vont communiquer, qui vont s'organiser pour gérer des connaissances. Maintenant, tout ce qu'on avait dit dans le premier chapitre, la communication, la coordination, le partage des connaissances, voilà, et la coproduction, il y a des applications du Web 2 qui nous permettent de faire ça. C'est-à-dire le fait que vous allez rédiger ensemble un rapport avec un membre de votre équipe sur Google Docs, ça c'est une application du Web 2 qui vous permet de faire ça. Avant ça n'existait pas. Donc vous allez travailler ensemble, c'est un travail en bonne et due forme, mais vous le faites en ligne. Donc là c'est pour les gens à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, ça c'est des exemples pour une entreprise. Maintenant, je passe aux exemples sur l'enseignement. Pour l'enseignement, là aussi, on va l'aborder sur plusieurs points. Dans l'enseignement,
Il y a d'abord l'enseignement sous support, c'est-à-dire l'apprentissage et l'enseignement. Le fait qu'il y a un étudiant et un enseignant. Vous voyez bien que nous, on communique en utilisant des applications de Web 2, en utilisant des plateformes. La plateforme Moodle, c'est par exemple qui est utilisée par notre université. C'est possible parce qu'il y a des outils, parce que il y a les bases technologiques de Web 2. Donc ça vous permet d'échanger avec votre enseignant. L'enseignant il partage avec vous l'information, etc. Vous voyez bien aussi que vous pouvez travailler, vous pouvez communiquer avec vos enseignants par des pages Facebook, avec le département par une page Facebook. Donc ça peut être lié à la communication, mais ça peut être aussi lié à d'autres aspects. Par exemple, communiquer, discuter d'un état d'avancement d'un projet, planifier carrément. On peut se partager des emplois, des agendas en ligne, programmer des réunions, etc. Enseigner carrément en ligne avec des plateformes de visioconférence. Donc tout ça, vous le voyez bien. Donc, avant, c'était pas aussi évident. Maintenant, on a eu une contrainte sanitaire qui nous a vraiment poussé vers l'utilisation de ces outils et on a vu que ça peut marcher. Si on respecte certaines conditions, ça marche. Donc l'enseignement en ligne, il peut profiter et bénéficier des outils de Web 2 pour être réalisé et pour avancer. Maintenant, il y a un autre aspect de l'enseignement qui est la publication. Le fait que les enseignants ou bien les chercheurs publient leurs travaux, il y a des applications de Web 2 qui leur permettent de faire ça, de communiquer entre eux, de travailler entre eux, de produire des résultats ensemble, de les évaluer et de les publier, soit dans des conférences, soit dans des journaux, soit sur des sites accessibles, ouverts à tout le monde, etc. Donc il y a des applications de Web 2 qui permettent à l'enseignant, dans son côté chercheur, de travailler en ligne, de programmer en ligne, de discuter avec d'autres chercheurs en ligne, d'écrire des articles en ligne, de les envoyer aux autres pour les évaluer en ligne et de les partager en ligne. Il y a des réseaux sociaux spécialement dédiés à la recherche. Maintenant, il y a le dernier point, c'est la recherche. En plus des moteurs de recherche qu'on connaît, il y a plusieurs outils qui sont apparus avec le Web 2 qui favorisent encore plus la recherche d'informations. Et je vous cite l'exemple des tags et des ontologies que vous pouvez chercher. Donc la recherche d'informations maintenant, elle bénéficie de plusieurs concepts, comme le concept des tags qui avant n'existait pas. Les tags, vous voyez bien que ça vous aide à chercher de l'information. Les ontologies, c'est le fait que vous cherchez l'information, mais en utilisant le concept de web sémantique. Je suppose que vous l'avez fait en troisième année, donc il y a un module qui s'appelle web sémantique. Sinon, je vous invite à voir un peu, sans trop vous documenter beaucoup sur le concept. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il suffit de voir l'aperçu et comment ça aide un moteur de recherche à répondre à la requête de l'utilisateur en prenant par exemple en compte son profil, etc. Donc ça, c'est le web sémantique qui permet de faire ça. Et quand je dis web sémantique, c'est pas forcément les ontologies, mais les ontologies, c'est l'une des techniques utilisées dans le web sémantique. Voilà. Donc maintenant, si je veux lier le Web 2 au chapitre précédent, vous voyez bien que dans le chapitre précédent, plateforme collaborative et l'introduction au travail collaboratif, j'ai beaucoup insisté sur 4 concepts. J'ai beaucoup insisté sur la communication, j'ai beaucoup insisté sur la coordination, j'ai beaucoup insisté sur le partage d'informations et j'ai beaucoup insisté sur la coproduction, de produits ou bien de résultats tangibles qui peuvent être un rapport, un programme, etc. Donc, les outils de Web 2, c'est des outils qui nous apportent, les applications de Web 2, c'est des applications qui nous apportent des outils pour travailler sur tous les aspects de la collaboration. Vous avez de la communication. Donc oui, il y a les applications de Web 2 qui favorisent la communication. Comment? Eh
bien vous le voyez, vous avez une multitude si vous voulez communiquer. Vous avez les différents réseaux sociaux ou professionnels. Vous avez les différentes applications de communication, comme Messenger, comme Skype, etc. Donc le Web 2 vous permet de communiquer. Le Web 2 vous permet de gérer votre temps parce qu'il vous offre des applications pour la gestion du temps. Et l'une des applications, je dis la plus rudimentaire, c'est l'agenda. Mais ça peut aller vers des outils de gestion de projets complets qui sont disponibles en ligne. Donc si vous cherchez, vous allez trouver. La gestion des tâches aussi. Donc, là, ça rentre dans la coordination. Donc il y a des outils qui vous permettent de faire la gestion des tâches. Il y a des outils, il y a des sites, des applications qui vous permettent de créer l'information et de la stocker. Vous pouvez stocker tous vos dossiers en ligne maintenant. Vous pouvez les diffuser facilement en ligne et vous pouvez chercher l'information plus facilement. Donc cet aspect-là, il est couvert aussi par les applications de Web 2 et la recherche d'informations et bon, la coproduction aussi, mais bon, je ne l'ai pas mis ici, mais oui, il y a des applications de Web 2 qui vous permettent de faire de la coproduction. L'exemple le plus basique, je l'ai cité la dernière fois, si vous travaillez sur, par exemple, Google Docs pour produire un rapport avec votre binôme ou bien votre équipe, c'est de la coproduction et vous avez fait ça grâce aux applications du Web 2. Donc tous les aspects de la collaboration, on leur trouve des applications qui sont disponibles maintenant sur le web qui les favorisent. Donc le Web 2 favorise le travail collaboratif. Et la nécessité de travailler ensemble le pousse encore on va dire les informaticiens à créer encore plus d'applications, à être plus créatifs dans la proposition d'applications du Web 2 en recensant à chaque fois les besoins de l'utilisateur. Voilà. Donc ça se complète. On arrive à la dernière slide, donc je vous donne un aperçu sur le TD. Donc de la même façon que pour le TD1, vous avez une partie pratique et une partie, on va dire, théorique, c'est-à-dire c'est des réponses à des questions. Donc le support pour le pratique, pour le côté pratique est disponible. Donc moi je vous invite à commencer dès maintenant les exercices pratiques parce qu'ils vont être comptabilisés. Donc commencez déjà par les exercices pratiques du TD1. Après, je vais vous envoyer la vidéo sur le support de PMWiki pour l'exercice pratique du TP2. Donc, vous pouvez les commencer dès maintenant. Après, je vais vous demander de les rendre pour faire un compte rendu qui sera comptabilisé. Donc, pas seulement le TD1 et le TD2. Je vais vous ajouter aussi une partie sur la suite du programme. Mais vous pouvez commencer dès maintenant à travailler sur les exercices théoriques et les exercices pratiques. Donc les exercices pratiques vont être notés comme compte rendu à la fin. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'envoyer des emails, des messages pour me dire on n'a pas compris ce point ou ce point. Je serai ravi de répondre à vos questions. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain cours. N'hésitez pas à envoyer des questions. Je vous souhaite une bonne journée.